À Paname 360, je suis avec Michel Langevin. Devinez pourquoi. Michel Langevin, batteur et un des membres fondateurs de Voivode, le groupe étalon du métal québécois qui a à peu près 4 décennies d'existence. Michel va le préciser davantage. Et bon, en fin janvier, c'est annoncé depuis plusieurs mois, se produit avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Michel, bonjour. Salut! Donc, c'est un point culminant d'une certaine façon, cette association avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est vraiment une consécration, enfin supplémentaire, parce que vous avez une consécration depuis très longtemps à l'échelle internationale, mais se retrouver avec un orchestre symphonique et jouer le matériel de Voivode, c'est quelque chose. Oui, c'est vraiment comme c'est un rêve qui se réalise, c'est certain. On a toujours voulu faire un concert symphonique, mais c'est vraiment là qu'on a l'occasion, puis aussi l'offre de le faire. En fait, on caressait deux rêves, c'était de faire un concert avec un orchestre symphonique, mais aussi de faire une bande sonore pour un film de science-fiction. Donc, au moins, il y a un des deux rêves qui se réalise. Or, l'autre va se réaliser, j'en suis sûr. J'espère, oui. Écoute, ça ne peut pas que Michel Langevin ne fasse pas de science-fiction dans sa vie. Oui, il faut dire que maintenant, on vit dans une espèce de science-fiction sur cette planète en ce moment. Donc, oui, le monde nous a rattrapés là, au niveau du concept de Voivode. Là. C'est vrai. Ça serait intéressant que tu nous racontes comment le concept s'est élaboré avec l'orchestre symphonique, le choix des pièces, la façon d'orchestrer. Bon, on a parlé déjà avec Hugo Bégin, qui a fait les arrangements pour vous, qui a arrangé pour grand orchestre la musique, enfin les chansons que vous avez choisies ensemble. À l'origine, ça vient d'un article qui est apparu dans le journal L'Itinéraire qui vient en aide aux gens en difficulté. Puis j'ai fait une entrevue avec Sioux, qui est un camelot de l'Itinéraire, avec qui je m'étais lié d'amitié parce que j'étais aussi impliqué dans la thérapie par la musique avec les impatients, le bon Dieu dans la rue. Donc, lui, il y avait un projet qui était parrainé par la presse où j'ai fait une entrevue avec Sioux, puis c'est apparu dans le magazine L'Itinéraire. Ça a été mis en ligne par la presse par après. Puis dans cet article-là, dans l'entrevue, je spécifiais que au niveau de mes dessins, c'était Richard Langevin, mon cousin, le mari de Diane Dufresne, qui me Oui, montrait à oui, que j'ai dessiner. bien connu Ouais, d'ailleurs parce qu'il travaillait à la Société des arts technologiques et c'était mon exactement. voisin de bureau, en fait. Ah bon? Fait que Richard, quand j'avais peut-être 4 ans, puis j'étais chez lui, genre visite de Noël, là, de famille. Puis mon héros dans ce temps-là, c'était Atomas, la fourmi atomique. Puis je suis allé dans sa chambre, puis j'avais vu, il avait dessiné sur un bout de carton Atomas, puis il l'avait mis sur son mur. Puis je lui ai demandé s'il pouvait me donner le dessin, puis il m'a dit non, mais je peux te montrer comment le dessiner. Puis donc, je n'ai jamais arrêté après. Puis je mentionnais ça dans l'article. Puis quand l'article était mis en ligne, Stéphane Lévesque, qui est le basson solo de l'Orchestre symphonique, est un grand métalleux. Il a acheminé l'article à Marie-Claude Briand, qui dirige la directrice de l'OSM. Puis, vu que Diane Dufresne avait déjà fait l'OSM, Marie-Claude a téléphoné à Richard, qui a téléphoné ma mère pour avoir mon numéro de téléphone. Donc, je suis revenu de tourner avec Voivode. J'avais un message de Richard sur mon répondeur qui me disait que l'OSM me cherchait. Donc, déjà là, c'est une belle affaire, une belle aventure. Puis, à partir de ce moment-là, c'était à nous de figurer quel genre de pièces qu'on pouvait interpréter avec l'orchestre. Donc, on est allé plus dans notre répertoire qui était comme avec des pièces assez longues, à plusieurs mouvements, pas nécessairement orientées vers le thrash metal de nos débuts, mais plus vers notre côté progressif finalement. Puis, vu que les pièces qu'on a choisies étaient beaucoup influencées par la musique contemporaine, de classiques contemporaines, modernes.
Shostakovich, Bartók, Penderecki. C'est des trucs qu'on avait pigés dans les. On écoutait beaucoup. Quand on a déménagé à Montréal en 85, les 4 membres de Voivode, on a déménagé de Jonquière à Montréal dans le même appartement, les 4. C'est là qu'on a découvert la collection de vinyles de chacun. Puis Denis D'Amour, notre guitariste à l'origine, qui est malheureusement décédé en 2005, avait beaucoup de bandes sonores de films. Puis il y avait beaucoup de musique classique avant-garde. Puis, Ouais, mais comme des gens comme Penderecki faisaient beaucoup de musique de film, ou encore Ligeti travaillait avec Stanley Kubrick. Il y avait oui, beaucoup de compositeurs modernes qui étaient reliés au cinéma, même si nous, les ados de l'époque, on ne le savait pas. exactement. En fait, c'est en découvrant les bandes sonores de Shining ou des trucs comme ça que moi, particulièrement, j'ai découvert Ligeti, Penderecki, Bartók, tout ça. Puis, ça m'a beaucoup influencé, puis ça nous a beaucoup influencé. Puis, comme on rêvait de faire une bande sonore un jour pour un film de science-fiction, on a intégré beaucoup de ce matériel-là à notre musique. D'ailleurs, quand il y avait eu Bande à part, je crois qu'il avait fait un hommage à Voivode à Radio-Canada. Puis DJ Ram avait fait un medley de Voivode avec un quatuor à cordes. Puis les membres du quatuor m'avaient dit après qu'ils avaient découvert plein de petits bouts de Shostakovich, Penderecki dans notre musique. Ah, ouais, des citations. Ouais. Des petites citations. Ben, c'est super. Puis en même temps, c'est pas un hasard que des musiciens métal, et je pense à Denis D'Amour qui avait une inclination, il y avait une curiosité harmonique différente du métal de l'époque. Et c'est peut-être en bonne partie à cause de lui que vous êtes devenu beaucoup plus riche harmoniquement et que vous avez opté pour ce qu'on appelait à l'époque le métal progressif. Ouais. Oui, c'est surtout que aussi le rock progressif, même le rock progressif québécois, Pollen, Morse Code, ça nous a beaucoup influencé. Puis on l'avait dans notre sang déjà quand on a commencé à faire Voivode. On était plus orienté vers qu'est-ce qu'on appelait le New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead. Mais on avait déjà ce côté-là progressif dans notre musique, puis aussi beaucoup de musique punk de l'époque. Donc, c'était un genre de mélange. Mais Denis D'Amour était très innovateur au niveau des accords. Puis je sais qu'il était beaucoup influencé par des guitaristes qui étaient déjà innovateurs, Robert Fripp, Alex Lifeson de Rush. Puis, donc, Denis s'amusait beaucoup à créer ses propres accords. Puis, il y a eu une grosse influence à ce niveau-là dans le métal qui a suivi par après, Meshuggah, Fear Factory. C'était des groupes de métal qui avaient aussi une curiosité de musique complexe. Et le métal, c'est certainement la forme la plus complexe du rock, la plus avancée en termes formels. Et c'est un mariage naturel après tant d'années de carrière que Voivode se retrouve dans un contexte symphonique. Oui, en fait, il y a beaucoup de classiques qui étaient déjà dans le métal, c'est-à-dire que plusieurs guitaristes essayaient de jouer du Paganini ou des trucs comme ça, des trucs assez rapides. Puis on voyait tout de suite que Malmsteen ou même avant le métal, Deep Purple, Richie Blackmore, et je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de ce genre de classiques-là dans son jeu de guitare. Puis, donc, au niveau du métal technique, c'est certain qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont été influencés par le classique contemporain. Absolument. Et c'est votre cas. Et même votre amalgame, votre mariage de genre a fait école parce que vous êtes encore aujourd'hui considérés comme les initiateurs de la jonction entre le prog et le métal et plus encore la musique contemporaine, comme tu le dis. Oui, c'est sûr qu'on a ouvert des portes. Puis, c'est sûr qu'au début, il y avait à peu près juste Denis D'Amour qui contrôlait son instrument. Puis nous, on était plus jeunes que lui un peu. Puis on essayait de le rattraper. Puis je dirais que c'est plus vers le 4e album, Dimension Trust, qu'on a pu devenir vraiment progressif. Avant ça, c'était plus dans la mouvance thrash metal. Ah, Mais à chaque album, on voyait qu'il y avait une grande évolution quand même parce qu'on était très disciplinés. Puis je dirais qu'entre 83 et 89, on a pratiqué pas mal chaque soir.
Donc, Oui. on avait une grande évolution. Puis, d'ailleurs, Vous c'est êtes des autodidactes d'une manière générale, mais vous avez une grande curiosité et étant donné que vous avez travaillé fort, vous vous êtes construit euh, une identité musicale et vous avez atteint la complexité et un jeu de niveau international. Oui, c'est ça. Puis je dirais qu'avec le vidéo pour Tribal Convictions, qui est devenu comme le thème de Solid Rock, puis ça, ça nous a amené, c'est-à-dire que le vidéo a beaucoup joué à Musique Plus, Much Music, MTV, tout ça. Puis ça nous a amené un contrat avec Universal MCA pour le 5e album, Nothing Face. Puis là, on avait beaucoup plus de budget pour enregistrer, puis tout ça. Puis donc, l'album Nothing Face, on est allé à fond dans le rock progressif. Puis avec la reprise de Pink Floyd, Astronomie dominée, ça nous a encore ouvert les portes plus grandes. Puis donc, à un moment donné, on est vraiment allé à fond dans le rock progressif pour Nothing Face, Angel Rat, The Outer Limits sur MCA. Puis, on est tranquillement retourné à notre racine plus hardcore. Mais dernièrement, les derniers albums, on fait un retour au rock progressif à fond. Là. Puis, étrangement, on gagne des Juno avec ces albums-là qui sont vraiment compliqués. Donc, ça nous donne confiance. Donc, on peut inviter des quatuors à cordes ou des quintettes de cuivre pour nos Des ensembles de enregistrements. musique de chambre, en fait. Ben, en fait, quand on a été invité par André Ménard au Festival de jazz en 2019, ça nous a donné l'idée de justement écrire des partitions pour inviter des gens sur la scène via des cuivres, puis des cordes en studio, des trucs comme ça. Puis donc, je pense qu'on va expérimenter un petit peu plus dans ce style-là. Là, on a juste des spectacles en mai, après les spectacles de l'OSM ce mois-ci. Donc, on va profiter de cette petite pause-là pour composer de la nouvelle musique. Puis, je pense qu'on a déjà commencé, mais là, on va vraiment y aller à fond. Puis, je pense qu'on va essayer d'expérimenter encore plus au niveau de structure de rock progressif. Puis aussi des couches sonores qu'on peut mettre, qu'on peut enregistrer. Combien de chansons transformées en œuvre orchestrale allez-vous interpréter? On va interpréter 12 chansons. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est des longues chansons, des longues pièces. Donc, ça va être un assez long spectacle. Puis, je dirais environ 80 minutes. Puis, on n'a pas encore dévoilé les chansons qu'on va jouer, Ah, mais on peut vous dire que c'est ça, c'est plus dans le côté chanson à plusieurs mouvements. On a mis de côté un peu les chansons des premiers albums qui étaient vraiment orientées vers le thrash metal. Puis, malgré qu'on joue quand même une pièce du premier album, mais c'est donc un survol quand même de notre carrière. Mais on a tellement d'albums qu'on ne peut même pas se permettre une pièce par album. Là. Il faut vraiment il y a des albums qu'il faut qu'on élimine complètement. Donc, c'est ça, c'est plus comme des pièces qui sont adaptables en classique. Puis, Daniel Mongrain, le guitariste qui enseigne la musique au Cégep de Joliette, travaillé étroitement avec Hugo Bégin sur les partitions, puis tout ça. Puis, oui, Daniel est un musicien solide, éduqué musicalement, et donc ce qui a suivi après Denis D'Amour, malheureusement mort après plusieurs récidives de cancer, c'était très triste, mais vous avez quand même un nouveau guitariste, il est plus nouveau maintenant, ça fait longtemps qu'il est avec vous, mais qui est chevronné, là, c'est quand même un solide musicien. oh oui, 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 c'est même un être à part à ce niveau-là. C'est assez incroyable ce qu'il est capable d'accomplir, puis la facilité aussi avec laquelle il joue les pièces compliquées en spectacle, pratiquement les yeux fermés. Puis aussi, au niveau de l'écriture, il nous a emmené encore plus loin. Puis comme l'album The Wake, puis Synchro Anarchy, même malgré les circonstances de l'écriture de Synchro Anarchy qui était fait pendant la distanciation de la pandémie puis tout ça, on a réussi à produire un album très compliqué qui a gagné un Juno aussi. Donc, on était en bonne main avec Dan, puis je sais que Hugo Bégin était très content de travailler avec Daniel. Il a trouvé ça facile parce que
il pouvait lui dire tout de suite tel accord, ça ne marche pas avec tel diminué, tout ça, des notions que je ne connais absolument pas moi-même, mais Hugo comprenait tout de suite, évidemment. Puis donc, ça s'est vraiment bien déroulé. Puis là, on arrive tout juste du studio Radical où on enregistre nos albums pour pratiquer avec les maquettes de Hugo, qui est comme des sons d'orchestre digital, là, mais ça donne une très bonne idée. Puis on peut tout de suite voir comment ça va être épique. Puis un beau voyage pour tout le monde. Puis aussi, je ne vais pas oublier de mentionner Noisy Head Studio qui vont s'occuper du visuel. Puis donc, c'est mes dessins animés par plusieurs artistes avec des techniques différentes. Puis donc, le visuel va être très haute technologie. Puis donc, c'est vraiment le spectacle complet là, de science-fiction. Oui, il y a une sorte d'immersion de science-fiction. Complètement, complètement. Puis donc, on fait deux spectacles que je pense que ça va être complet pour les deux. Oui. Donc, c'est un événement unique. On ne peut pas vraiment le documenter puis le sortir en CD ou en Blu-ray parce que c'est très, très, très dispendieux. Donc, l'occasion, je veux dire, ça va être la seule occasion de le voir finalement, c'est de se présenter là puis d'assister au spectacle. Mais il faut quand même l'enregistrer, même si vous ne pouvez pas le sortir tout de suite. À un moment donné, peut-être qu'on trouvera le moyen de trouver une solution économique valable, qui puisse être réalisable. Oui, on va sûrement l'enregistrer, le filmer. Et je sais qu'il y a des subventions qui existent pour peut-être payer l'union et tout ça, là, parce que c'est vraiment des coûts. Astronomiques. Oui, exactement. Astronomique dominé. Exactement. Oui, c'est ça. Allez-vous la refaire, là? Oh non, vous ne le dites pas. Alors, je ne vous demande pas, c'est vrai, c'est des surprises. Alors, donc, c'est super. C'est vraiment une nouvelle étape. Il y a toujours des nouvelles étapes, même après tant d'années. Oui. Donc, ça fait combien de temps exactement, là? En fait, ce mois-ci, ça fait 42 ans. Parce qu'on considère que le groupe officiellement a commencé à exister quand Denis Bélanger s'est joint au groupe en janvier 83. Puis donc, ça fait un bout. Moi, j'étais là tout le long. Denis était parti pendant un moment, puis il est revenu. Denis est parti en 94, puis il est revenu en 2001 quand Jason Newsted s'est joint au groupe de Metallica. On a fait 3 albums avec lui. Donc, c'est ça. Il y a eu plusieurs formations, 5 en tout. Mais cette formation-là, elle existe depuis 2014. Oui. Et à la base, on rappelle qui est? Dominique Laroche, qu'on appelle Rocky. Oui. Puis lui aussi, comme Daniel, il était beaucoup impliqué dans la scène québécoise avec Marjo, Steve Hill, puis Dan Mongrain joué avec presque tous les concerts pour le refuge avec Dan Bigra. C'est des musiciens qui ont une longue feuille de route, donc. Oui, exactement. Puis comme moi qui étais impliqué avec le groupe Autre Chose, puis Diane Dufresne, puis tout ça. Donc, oui, avec Francoeur, je me souviens que Voivode avait eu une association avec Francoeur qui nous a quittés cette année, oui. Oui, malheureusement, je commence juste à le réaliser que Lucien est parti. Donc, mais il a quitté l'année dernière, je disais cette année, mais c'est en 2024, parce qu'on est rendu en 2024. Ça fait pas vraiment longtemps, oui, juste à la fin 2024. Oui. Ouais. Ah oui, alors donc, vous avez eu plusieurs vies, et il y en a une autre qui commence, on dirait. Oui, puis étrangement, on gagne en popularité. Puis donc, on en profite. Puis donc, il y a plusieurs générations qui viennent nous voir quand on fait des concerts en tête d'affiche. On fait des festivals partout sur la planète de plus en plus importants. On est invité par des gros groupes pour faire des premières parties. Donc, on en profite beaucoup, puis on a un bon momentum. Puis donc, on va en profiter pour, c'est ça, composer un nouvel album le plus rapidement possible avant que les concerts reprennent. Puis je pense que les concerts de l'OSM vont ouvrir des portes dans le sens que je suis pas mal certain qu'il y a d'autres orchestres qui vont nous contacter pour faire le spectacle symphonique. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres concerts dans ce genre-là partout sur la planète éventuellement. Le contraire serait très étonnant parce que si c'est concluant, ça va faire boule de neige et nous serons
nous ferons partie des premiers cristaux de la boule de neige parce qu'on y sera le 29 et le 30 janvier à la salle Wilfrid Pelletier avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Dina Gilbert, arrangement d'Hugo Bégin, Voivode, nouvelle mouture, enfin nouvelle, mouture 2025, mouture symphonique cette fois-ci. Merci beaucoup de faire ça. Merci beaucoup, Michel Langevin. Merci, Alain. À bientôt. On se voit bientôt. là-bas. Oui, certain.